Bonjour à tous. Merci au Forum de Paris pour la paix d'avoir bien voulu accueillir et organiser cette session de conversation sur les défis et perspectives pour le financement du développement. Merci à vous tous d'être présents, très nombreux aujourd'hui, dans les speakers et dans l'auditoire. Je suis Chanty Bobin, de la Direction générale du Trésor du ministère de l'Économie et des Finances français. Je serai la modératrice de notre discussion. I will speak both in French and English throughout. Je vais parler à la fois en français et en anglais pendant la session et vous avez la traduction de disponible. Depuis Addis Abeba, il y a 10 ans et Séville, il y a quelques mois. 4 mots sont cruciaux lorsqu'on parle de la finance pour le développement, public, privé, national, international. Donc, comment mobiliser, catalyser le financement pour atteindre les objectifs de développement durable et comment le faire pour mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable. Je vous demande de répondre, je vais demander aux orateurs autour de la table d'avoir des réponses brèves, 2 minutes, et de se concentrer sur les défis principaux, vos solutions préférées. Et nous sommes aussi intéressés de savoir ce que vous pensez du TOSSD. Nous adorons les acronymes dans le monde bureaucratique, j'en fais partie, donc on aime les nouveaux acronymes, les nouvelles idées, par exemple la mesure du soutien public au développement durable, SPTDD. Si vous avez un point de vue là-dessus, nous sommes très heureux d'avoir votre point de vue. Je vais passer la parole à Benoît Lerosé du ministère des Affaires étrangères français. Benoît, à toi la parole pour 2 minutes. Merci beaucoup Chanty, merci beaucoup à tous nos invités et au public d'être si nombreux aujourd'hui. Je vais rester très court comme tu me l'as demandé pour qu'on puisse se concentrer sur les idées et la réflexion collective autour de la table. Donc, je vais dire quelques mots pour lancer la discussion. Vous avez parlé à la fois des défis et des solutions pour la marche à suivre pour l'avenir du financement pour le développement, de la finance du développement. Et donc, je vais parler de cela. En ce qui concerne les difficultés et les défis, je voudrais en mentionner 3 qui pourraient être à la base de notre analyse. Tout d'abord, la remise en question, ou peut-être même la crise dans les forums existants à l'international et les structures, et peut-être même du multilatéralisme dans son ensemble. Deuxièmement, nous avons un point qui est le plus important, peut-être, je pense, c'est l'écart de financement de plus en plus croissant entre les ressources publiques disponibles, en particulier chez les pays donateurs traditionnels, et les besoins de financement croissants partout dans le monde. Et donc, pour remplir les ODD et pour répondre à différentes crises internationales, que ce soit les crises de sécurité ou d'autres crises, en particulier les crises sanitaires. Et le troisième défi que je voudrais mentionner, c'est une conséquence des 2 premiers que j'ai mentionnés. Et il s'agit d'une remise en question croissante des structures existantes d'aide publique au développement de la part des pays donateurs du Nord, mais aussi les questions de représentativité de ce modèle. Je pense que ces défis font partie de ce qui nous a mené à la discussion de Séville que vous avez mentionnée, Chanty, qui a eu lieu il y a quelques mois, et cela nous a également amené à nos propres réflexions de savoir comment faire avancer ces questions. Au niveau national, nous avons une réforme profonde de notre approche de l'aide au développement et on se concentre sur les investissements solidaires et sur une approche plus stratégique des partenariats politiques sur laquelle nos aides se basent. Et c'est quelque chose que nous voulons mettre en place
dans les forums internationaux et vous avez parlé de notre contribution à la discussion de Séville et je pense que c'est aussi au cœur des 4 P, le pacte pour la prospérité, les peuples et la planète. Il faut promouvoir l'inclusivité dans le cadre de ces dialogues sur l'assistance internationale. Il y a aussi une série de discussions en cours et de réformes dans les différents forums, par exemple le CAD de l'OCDE. Et pour conclure et laisser la parole aux autres participants, nous avons hâte en 2026 de travailler sur toutes ces questions dans le cadre de ces forums et aussi d'avoir les discussions au sein du G7 l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Maintenant, je vous le disais, nous avons donc un nouveau concept, une nouvelle idée qui est le TOSSD. I have dropped this important new acronym, somehow new. Ce nouvel acronyme très important, j'en ai parlé au début de la discussion et je voudrais maintenant demander à Julia Ben du Forum international sur l'indicateur TOSSD de nous dire en quelques mots qu'est-ce que le TOSSD. Merci beaucoup. TOSSD, as we call it, a été créé pour capturer toutes les ressources pour le financement de la part de tous les prestataires. Ça couvre tous les instruments, qu'ils soient concessionnels ou non, et tous les cadres de collaboration, par exemple aussi les collaborations sud-sud. Ça capture tous les flux transfrontaliers aux pays en développement et les mobilisations privées aussi. Et il y a aussi les contributions aux biens communs et aux facilitateurs de développement. Et sur la base de notre travail, notre expérience dans le développement de ce 4 TOSSD, je voudrais mentionner 3 points de discussion aujourd'hui. Le premier, c'est de dire que la mesure et les indicateurs sont importants et créer des incitations pour offrir des ressources et influent les comportements. Deuxièmement, ce qui est encore plus important, c'est la prise de décision derrière ces indicateurs. Pour qu'un cadre d'indicateurs soit vu comme légitime au niveau international, pour qu'il soit vu, on a besoin d'une gouvernance équilibrée et inclusive. Et le Forum international sur l'indicateur TOSSD montre comment cela fonctionne. Les pays en développement font partie de cela, pas pour simplement lui donner de la légitimité, mais pour influencer et participer à la prise de décision. Et mon troisième point, c'est de dire que la mobilisation de ressources, qu'il soit public, privé, national ou international, demande un changement de discours dans le cadre de l'aide au développement et il faut bien comprendre les besoins spécifiques des pays en développement et aussi refléter l'urgence du fait de surmonter les défis mondiaux. Et tout cela doit être co-créé avec les pays en développement. Un tel changement de discours n'est pas le bienvenu s'il n'est pas accompagné par des changements structurels dans la gouvernance, la prise de décision et les méthodes de travail. Je voudrais finir en disant que l'année dernière, le Forum international sur l'indicateur TOSSD a eu sa réunion annuelle à Madrid, organisée par le ministère des Affaires étrangères espagnol et je suis vraiment sorti de cette réunion très inspiré, avec beaucoup d'énergie. On a parlé par exemple de l'évolution de l'indicateur pour prendre en compte l'engagement de Séville, le compromiso de Sevilla, et avec la mobilisation du secteur privé. Et dans TOSSD, nous avons essayé d'offrir des données plus complètes sur ce type de flux et nous voulons continuer ce travail et pour nous, il a un potentiel véritablement modificateur. Mais il nous faut une discussion sur la mobilisation du financement des secteurs privés du point de vue des pays du Sud et il faut démontrer aussi l'impact de développement dans les pays. Et c'est le domaine où nous espérons pouvoir contribuer à l'avenir
dans le cadre de ce forum international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia. Maintenant, je voudrais donner la parole à nos intervenants de la société civile et je voudrais donner la parole à Sarah Pantoliano de ODA Global. Sarah, vous avez beaucoup d'expérience dans la construction de la paix, dans le développement et les affaires humanitaires et dans ce qu'on appelle aussi les pays FCV, les pays fragiles. Vous avez la parole. Merci, Chanty. Alors, je n'allais pas venir sur ce dernier point, mais plutôt parler d'un défi et d'une solution, ou peut-être trois parties d'une solution. Et je pense que pour moi, le défi clé, il est lié, et c'est peut-être important pour les pays fragiles et affectés par les conflits, c'est le fait que l'OCDE projette une baisse de 9 à 17% de l'APD, en plus de ce déclin de 9% de l'année dernière. Et donc, alors que nous allons à une quantité d'APD moins importante, assurer l'intégrité de l'APD est critique. Donc, il faut que tous les euros, dollars concessionnels soient stratégiques, transparents et ciblés pour protéger les plus vulnérables, en particulier dans les pays fragiles et affectés par les conflits. Il y a 1 an et demi, nous avons lancé des conflits, des discussions donateurs dans un pays sans aide, dans une planète sans aide. Et donc, on a voulu avoir cette discussion pour comprendre comment les discours sur la coopération au développement évoluaient, des nouvelles manières d'allouer ces types de financement. Et dans le cadre de ces discussions, il est très clair, ou il est devenu clair qu'au cours de l'année dernière, malgré tous les défis que nous avons vus, eh bien, nous avons vu aussi une amélioration dans l'efficacité et l'effectivité de les aides de manière individuelle et système. Et maintenant, j'ai trois parties à une solution à présenter. Je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il faut s'assurer que les pays emprunteurs aient une voix beaucoup plus importante dans les structures de gouvernance et beaucoup plus de représentation. Si on veut que ces efforts de transformer les banques multilatérales de développement, eh bien, il faut que les pays clients et leurs perspectives soient intégrés dans les stratégies et priorités. Deuxième point maintenant qui a émergé d'une enquête que l'on fait tous les 3 ans, où nous avons un sondage auprès des ministères des Finances et des Trésors des pays donateurs et emprunteurs, et on a juste, les résultats viennent d'être publiés, et c'est l'importance d'améliorer la coopération et la collaboration qui en est sortie entre les banques multilatérales de développement, les banques nationales, les donateurs bilatéraux et tous les acteurs au niveau pays, sur tout le cycle du projet, diagnostic, préparation de projet, cofinancement, reconnaissance mutuelle et conclusion. Et cette enquête, elle montre que près de la moitié des répondants pensent que les organisations se coordinent de mieux en mieux dans les pays, mais il y a encore beaucoup de marge d'amélioration pour renforcer l'impact. Troisième point que je voudrais mentionner maintenant, et il est lié à TOSDI également, c'est que ce n'est pas simplement l'argent qui est important. Il faut aussi regarder les changements structurels, les questions de commerce, de propriété intellectuelle, de transfert de technologies. On continue à transférer des technologies obsolètes vers les pays émergents. Il y a aussi la refonte du système multilatéral. Tout ça doit être inclus dans nos politiques. Et donc, il faut repenser la finance du développement, mais ce n'est pas simplement la quantité d'argent qui est levée qui doit être importante, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle ait un impact, comment partager le pouvoir et comment on soutient véritablement les gens dans les pays. Merci beaucoup, Sarah, pour vos propos très inspirants. Et ce que je vais reprendre de ce que vous avez dit, c'est que ce qui est important, ce n'est pas l'argent, mais aussi l'impact et qu'il faut mieux se coordonner entre les acteurs. C'est pour ça que maintenant, je voudrais donner la parole à Khaled Igué, qui est coprésident de la fondation de la French African Foundation. Et Khaled, peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur la manière de faire en sorte que ces partenariats entre le secteur public et privé fonctionnent. Je vais m'exprimer en français. Aujourd'hui, la finance du développement se trouve à un tournant historique. D'un côté, nous avons des besoins sans précédent. L'Afrique seule a besoin de plus de 1 200 milliards de dollars par an pour les 10 prochaines années. Et nous avons comme un paradoxe, parce qu'en même temps, le continent a besoin de cette somme pour se développer, l'argent existe, et l'argent ne circule pas dans la bonne direction. Nous avons tous cette impression actuellement.
Aujourd'hui, nous faisons 3 constats majeurs. Le premier constat, c'est que les systèmes actuels sont inadaptés. Les mécanismes de financement du développement reposent encore sur des logiques du XXe siècle. Des conditions rigides, des coûts d'emprunt prohibitifs pour les pays africains et une architecture financière mondiale qui favorise la dette plutôt que l'investissement productif. Le deuxième constat est clair, c'est la fragmentation des acteurs. Entre les banques de développement, les fonds verts, les fonds souverains et le secteur privé, il existe trop peu de coordination en ce moment, ce qui dilue l'impact. Les pays bénéficiaires passent plus de temps à monter des dossiers aujourd'hui qu'à exécuter leurs projets. Le troisième constat repose sur la faible mobilisation du capital local. Les marchés de capitaux africains restent sous-exploités. Les fonds de pension, les assurances, les banques locales pourraient jouer un rôle beaucoup plus important, mais manque d'incitation, manque de garanties et de cadres réglementaires adaptés. J'ai envie de proposer ici 4 leviers concrets pour refonder la finance du développement. Le premier levier, c'est de réinvestir et de réinventer les partenariats publics-privés de développement. Il ne s'agit plus seulement de construire des infrastructures, mais de co-créer des écosystèmes économiques. Le deuxième levier reste la mobilisation des marchés de capitaux africains. Nous devons libérer le potentiel domestique en favorisant les obligations vertes, sociales et durables. Le troisième levier consistera à transformer les banques publiques de développement en accélérateurs d'investissement. La BAD, les banques régionales et les fonds souverains africains doivent devenir des structures de levier capables d'attirer des capitaux privés à travers des instruments innovants. Enfin, le dernier, ce sera de digitaliser et de verdir la finance du développement avec les technologies comme la blockchain et l'intelligence artificielle. Je vais finir en disant que la finance du développement ne doit plus être une affaire de dépendance ou d'assistance. Elle doit devenir un outil de souveraineté économique, de transformation structurelle et de solidarité équitable. C'est en repensant nos instruments, nos alliances et nos priorités que nous pourrons bâtir une finance du développement réelle au service des peuples. Merci. Merci beaucoup, Khaled. Et je crois que tu nous as donné la possibilité de faire une excellente transition. Je vais maintenant donner la parole à Bruno Cabriac de la FERDI, qui a aussi une énorme expérience en termes de financement du développement. Et Bruno, j'ai entendu quelques mots qui devraient faire écho à tes intérêts ou tes passions, je devrais dire, la vulnérabilité, l'allocation et puis la finance locale, la mobilisation des marchés de capitaux. Merci beaucoup Chanty et merci pour m'avoir invité à ce panel. Donc effectivement, je vais concentrer mon intervention sur 2 points. Le premier, c'est sur l'allocation, parce qu'on parle beaucoup de mobilisation, un peu moins d'allocation. Et on est tous conscients que le défi aujourd'hui, en termes d'aide publique au développement, c'est de faire plus, voire aussi bien, avec moins. Il y a beaucoup de moyens pour faire mieux, pour améliorer l'impact, mais il y a un moyen simple, c'est d'allouer plus aux pays les plus vulnérables. Pourquoi c'est faire plus ? Premièrement, c'est faire plus par rapport à nos engagements, puisque la plupart des engagements internationaux mentionnent les pays les plus vulnérables comme bénéficiaires de ces engagements. Et deuxièmement, la recherche montre que l'aide est plus efficace dans les pays les plus vulnérables, puisque ça leur permet d'augmenter leur résilience. Alors, comment faire ? Eh bien, je pense qu'il y a deux points qui sont assez faciles. Le premier, c'est de clarifier les objectifs. Aujourd'hui, avec l'ensemble des ODD, il y a une multiplication des objectifs, les biens publics mondiaux, le climat, etc. Et donc, ce n'est pas forcément des fonds qui rentrent directement dans des objectifs du développement. Et quand on regarde effectivement les fonds déclarés comme APD au CAD, on s'aperçoit que les fonds liés à l'atténuation du changement climatique sont alloués essentiellement à des pays à revenus intermédiaires. Et pourtant, ça rentre dans l'aide au développement. Donc cette clarification des objectifs permettra d'avoir une meilleure redevabilité qui permet de réfléchir aussi à une meilleure mobilisation et à une meilleure allocation. Et évidemment, le TOSDI et les nouveaux outils de mesure aideront aussi beaucoup, je pense, à cette réflexion. Et deuxièmement, il faut tenir compte d'indicateurs de vulnérabilité
dans l'allocation, et pas seulement pour faire une liste de pays prioritaires, mais aussi pour dimensionner la taille des enveloppes par pays. Deuxième point, et relativement rapidement, et pour faire effectivement écho à ce que disait M. Higuet il y a peu de temps, on parle beaucoup de mobilisation des ressources internes, il y a beaucoup d'insistance sur la fiscalité. Je pense qu'il y a une nécessité aussi de mieux et de plus mobiliser l'épargne des ménages dans les pays à faible revenu notamment, et dans les pays africains encore plus. Le taux d'épargne dans les pays d'Afrique subsaharienne est autour de 19%, ce qui est un chiffre convenable, puisqu'il est équivalent à celui de l'Amérique latine, mais insuffisant. Et l'épargne des ménages, notamment, est très insuffisante et elle est mal utilisée. Pourquoi elle est insuffisante ? Parce qu'elle est aussi mal rémunérée. L'essentiel de l'épargne formelle des ménages se trouve dans des dépôts auprès du secteur bancaire, et c'est un sujet bien connu depuis longtemps, ces dépôts sont mal rémunérés. Elle est aussi mal utilisée parce que le secteur bancaire a beaucoup de surliquidité, donc il n'utilise pas cette épargne, et on sait que le secteur bancaire finance essentiellement dans les pays pauvres l'État, soit à travers des crédits directs, soit à travers des obligations, et donc il ne fait pas son métier de financer l'investissement. La solution est connue, c'est l'approfondissement et le développement des secteurs financiers, mais ça prend du temps. Peut-être qu'on n'y consacre pas assez du côté des pays du Nord de moyens, et peut-être est-ce qu'il faut réfléchir à des solutions intermédiaires de mobilisation de l'épargne en lui donnant à la fois une rémunération plus sûre et meilleure, et en même temps en obligeant et pour financer directement l'État, donc à travers de l'épargne réglementée. C'est des systèmes qu'on connaît bien en France. Et de l'autre côté, ça induit les banques et pousse les banques à faire plus leur travail et à mobiliser plus pour de l'épargne privée pour l'investissement. Si vous regardez, et je voulais terminer par là, les statistiques macroéconomiques d'endettement du secteur privé dans les pays d'Afrique subsaharienne, le secteur privé n'est pas endetté du tout. Par exemple, en Afrique du Sud, l'endettement du secteur privé, c'est 8% du PIB. Pourquoi ? Et c'est le pays qui a le secteur financier le plus développé. Pourquoi le secteur privé n'est pas si développé, la dette du secteur privé est si faible ? C'est simplement parce qu'on ne lui prête pas et parce que les banques ne lui prêtent pas. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a une capacité très forte là de financement de l'économie, de financement des investissements qui n'est pas utilisée. Merci beaucoup Bruno, et tu as raison, on parle souvent de dette publique, d'endettement souverain, mais il faut regarder toutes les parties de l'équation, et mobiliser la finance locale, c'est aussi donner du financement au secteur privé, et c'est un point très important que tu viens de faire. Tu nous as parlé d'Afrique, je voudrais peut-être passer sur un autre continent et sur l'Amérique latine, entre autres. Je voudrais maintenant donner la parole à Maria Fernanda Espinosa, qui from the Republic of Ecuador, and she's also elle est de la République d'Équateur et elle est directrice exécutive de GWL Voix de Inclusion. Est-ce que vous pouvez nous donner la représentation de l'Amérique latine et vous nous parler de votre expérience? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous avez mentionné de deux points très importants. Vous avez parlé des défis et vous avez parlé de nos solutions préférées. Alors, si on parle des défis, eh bien, si on regarde quel est l'écart de financement, les 4,6 milliers de milliards de dollars dont on a besoin, eh bien, on a besoin de trouver les ressources de partout. C'est ça qu'on entend, les mobilisations des ressources nationales, locales, privées, financement mixte et toutes les formules que l'on connaît déjà. Mais on a l'APD qui se réduit et disparaît presque avec cette baisse de presque 20% en 2025. Et c'est une question pas simplement de manque de ressources, mais on voit aussi une crise de solidarité.
une crise de coopération internationale. Et deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que cette crise de la solidarité et de la coopération, c'est quelque chose qui est dû à un changement de priorité. Et je pense qu'il nous faut véritablement se pencher sur la question de la prévention qui est en fait la meilleure forme d'investissement. La prévention sur tous les fronts, prévention des conflits, prévention des déplacements humains massifs, prévention également de la liberté de besoin et de la liberté de préoccupation. Et ce sont des questions qui ont été mentionnées par les autres orateurs. Et la question la plus importante, c'est la gouvernance. On parle des besoins de transformer l'architecture financière internationale, mais ça, c'est un domaine extrêmement complexe et il faut qu'il soit complet. Il faut non seulement prendre en compte les banques multilatérales de développement, les banques nationales également, et il y a toute une architecture qui doit non seulement se pencher sur l'adaptation, la résilience et la prévention, mais aussi sur les questions d'inégalité et de cohésion sociale. Je viens d'une région qui est la région la plus violente du monde, malheureusement, les Caraïbes et l'Amérique latine, mais aussi la zone la plus inégale après l'Afrique subsaharienne. Et donc, toutes ces questions doivent être intégrées et prises en compte. Il faut aussi changer le discours. Comment est-ce qu'on définit le risque? Parce qu'on parle de dérisquer. Et comment est-ce qu'on définit le risque en termes de le coût de l'inaction, ça c'est important. Et il faut aussi redonner de la valeur à ce qui est invisible. Et j'ai deux exemples à vous donner sur ce point. Tout d'abord, le travail de soins. Donner une bonne valeur, valoriser les millions de dollars sous-estimés à cause de ce travail de soins qui est non payé, 80% effectué par des femmes, et aussi les services écosystémiques de la bonne manière. Je vous donne un exemple. Les services écosystémiques, par exemple, sont les services offerts par la biodiversité et l'eau. L'eau doit être également prise en compte dans les bilans financiers nationaux et il y a différentes options qui sont déjà considérées. Et alors, quelle est ma solution préférée? Je vais vous la dire. Plus de coopération, plus de multilatéralisme et pas moins. Et l'un des exemples excellents, c'est l'engagement de Séville, le compromis de Séville. C'est un produit extrêmement puissant. Quand on travaille ensemble, l'action collective fonctionne. Et bien sûr, il y a des défis, et le défi, c'est le défi de la mise en œuvre. Et nous avons besoin d'un système de surveillance et de suivi pour comprendre ce qui va se passer avec les 130 initiatives qui sont sorties du processus de Séville et qui sont inclus dans cet engagement de Séville. Et les exemples sont très nombreux. Les exemples concrets, on a par exemple les swaps dette nature, l'Équateur, la question des obligations vertes, beaucoup d'innovations qui existent et il faut inclure tout cela. Et pour conclure, lorsque l'on parle des changements de gouvernance, eh bien, je pense qu'il ne s'agit pas simplement de la prise de décision dans les banques multilatérales de développement, c'est aussi de répondre aux questions complexes. Par exemple, les systèmes de restructuration de la dette, en particulier pour les pays à revenus intermédiaires comme le mien, l'Équateur, mais aussi la question des flux financiers illicites. C'est un ensemble de questions qui est très complexe, mais ce n'est pas impossible. Il faut travailler sur tous les fronts et l'action collective, ça veut dire se rassembler tous les secteurs de la société, non seulement l'administration publique, mais aussi la société civile, le secteur privé et les universités. Et alors sur le TOSSD, le TOSD, c'est pas simplement un acronyme. Et je pense c'est aussi un outil initial qui a beaucoup de potentiel, qui est très puissant, mais où ils nous font rendre visible l'invisible. J'ai quelques commentaires sur ce point, mais je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps. Et je vous remercie encore une fois. Je donne la parole à la présidente. Merci beaucoup et muchas gracias, comme dit la présidente en français. Alors, vous avez dit davantage de coopération, davantage de multilatéralisme. Et maintenant, je vais demander à la représentante de l'OCDE, Mayor Beth Goodman,
Et ceci défend tout à fait l'OCDE d'ailleurs, ce qui est formidable. Vous avez pris bonne note des questions de mesure, de mise en œuvre, et donc vous avez la parole, Mary Beth. Évidemment, merci infiniment. C'est vraiment une joie d'être là et j'apprécie cette opportunité qu'ils nous ont donnée de réfléchir à toutes les étapes de ces défis à une période aussi complexe dans le monde. Alors l'économie globale semble tenir tout juste, mais elle tient néanmoins. Il y a l'inflation qui augmente, la fragilité financière qui existe et l'espace économique et financier semble en souffrir davantage, c'est-à-dire il y a moins, par conséquent, d'argent qui est consacré au soutien au développement. Nous sommes conscients que la coopération en souffre et ça, c'est un euphémisme. Enfin, rien que cette année, nous avons vu la fin de USAID, la fin ou la réduction drastique du financement. Mais ce n'est pas seulement aux États-Unis que cela se produit. L'aide publique au développement est réduite partout. C'est une question beaucoup plus large que juste aux États-Unis. À l'OCDE, on a essayé de faire des projections. Généralement, on fait un travail rétroactif sur ce qui existe et sur l'aide publique au développement qui a été consentie. On regarde les chiffres et notre comité les analyse. Mais cette année, eu égard à ce changement magistral, sismique, en fait, on a dû faire des projections. Et c'est pas facile. C'est pas une époque facile du tout. On a entendu notre collègue de ODA le dire. On a vu une réduction de 90% de l'aide publique au développement. Et 2025 aura vu probablement entre... Ah pardon, c'était 19 et pas 90 de réduction d'aide publique au développement. Et cette année, ce sera entre 17 et 20%. Et donc, on voit les pays moins développés qui en souffrent le plus. Il y aura une réduction de 20% de l'aide fournie aux pays moins avancées et surtout en Afrique subsaharienne. Chaque secteur est impacté. Le secteur humanitaire qui est le plus impacté, avec le Soudan, Gaza, le secteur humanitaire avec tous ses besoins est celui qui a souffert le plus. La démocratie et le soutien à la société civile et au processus démocratique, tout ce qui tombe dans cette catégorie est celle qui en souffrira le plus après le secteur humanitaire. La santé, le troisième secteur qui en souffre le plus, se suivi par l'éducation. Donc, ce n'est pas tout simplement une région, ce n'est pas tout simplement un secteur, non. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Ça veut dire que nous devons trouver une manière de repenser, reimaginer le soutien au développement et le développement en général. Et en fait, c'est un test de volonté politique. Nous devons nous assurer que ce travail se poursuivra. Et ce ne sera pas possible de continuer à faire ce travail seulement avec l'aide publique, les fonds publics, parce que les fonds publics n'arriveront pas à couvrir les besoins que l'on voit partout dans le monde. Donc, on va devoir couvrir le financement du développement avec l'aide publique et comment on le gouverne est essentiel. On va devoir y réfléchir en tant que communauté. À Séville, on a souffert de la chaleur, mais l'Espagne a été fantastique. On a eu un engagement qu'on a obtenu à Séville. On avait besoin d'arriver à quelque chose et on y était arrivé. Et maintenant, on doit le mettre en œuvre. Et ça, c'est la partie difficile. L'application. Donc, un calendrier de 10 ans sur comment le mettre en œuvre. Mais évidemment, l'idée est claire de cet accord de Séville, c'est qu'on doit aller au-delà de l'aide traditionnelle et aller vers une vision plus large de ce que un investissement durable pour ces pays doit être. Alors, 3 domaines dans lesquels nous pouvons réfléchir, auxquels ceci peut s'appliquer. 1. Renforcer la mobilisation des ressources en interne. On l'a dit à l'envi, on l'a répété, mais il faut juste le faire. Voilà, c'est un nouvel engagement avec des mots plus forts et beaucoup plus de réflexion derrière. Et ça, c'est l'engagement de Séville. À l'OCDE, nous y travaillons à travers certaines des mesures fiscales, la taxation et des mesures transfrontalières, ce qu'on fait avec le PNUD et aussi d'autres cadres. Mais DRM, ça va être la colonne vertébrale de sur laquelle beaucoup de pays vont devoir se reposer pour répondre à leurs besoins à l'avenir d'une manière plus globale. Deuxième, mobiliser les financements privés à l'OCDE. On vient de lancer un nouvel guide de financement combiné.
nous avons essayé d'avoir de meilleures données, des marchés de capitaux et des outils innovants. Alors que ce soit les swaps, dettes contre l'influx ou n'importe quoi d'autre, nous avons besoin de nouveaux outils et de nouvelles clauses assorties à ces nouveaux instruments. Deuxièmement, on doit réfléchir ou repenser la coopération. Quel est le rôle du soutien public au développement? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité des données? Comment est-ce qu'on réfléchit aux transitions d'un pays quand il passe d'une dimension économique à une autre? Quel est le rôle du secteur privé? Comment est-ce qu'on voit la collaboration avec les fondations philanthropiques? Comment est-ce qu'on repense l'utilisation collective de tout ceci pour son meilleur impact sur le terrain? Ça, c'est critique. Alors voilà, je reviens à Charles D. maintenant. Ma collègue Joy et moi, nous sommes très fiers de représenter Charles D. à l'OCDE. Et c'est un nouvel outil. Et je ne me suis pas sûre que tout le monde sait exactement comment cela fonctionne. Charles D. donne une vision plus globale du soutien international. Ah, je dois vous interrompre. Je vois que l'heure tourne. On essayait d'inclure la coopération sud-sud, le côté non concessionnaire des flux, et les biens publics comme la santé, le climat. Mettre tout ceci dans une même marmite, c'est ce que nous essayons de faire en tant que communauté, mais pour essayer de permettre à ce pays de maximiser les bénéfices. Merci beaucoup. J'avais prévu d'avoir du temps réservé aux questions et réponses, mais je crois que nous avons des interventions très intéressantes et celles-ci prendront le temps consacré aux questions. Je vais passer la parole à Monsieur Moussa Faki, l'envoyé spécial du pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, pour continuer dans cette même veine. Et j'ai beaucoup entendu l'importance de dépasser les clivages, de travailler avec différentes catégories de pays, de réinventer des choses. Et peut-être, Monsieur Moussa Faki, je vous passe la parole sur ce point. Merci, madame. Mesdames et messieurs, chers amis, nous vivons des moments difficiles, je crois que c'est le moins ce qu'on puisse dire. Des moments qui sont marqués par la conjugaison des défis grandissants. Je crois que ce constat est unanimement admis, même s'il y a une minorité quelque part qui les nie pour d'autres raisons. Ces moments sont marqués par un déclin du multilatéralisme, aussi bien sur le plan politique, diplomatique, économique et commercial. Il y a également, et c'est une évidence, une diminution de l'aide au développement. Certains n'ont pas hésité à parler d'une fatigue même mondiale en matière de financement. Le poids croissant de la dette. Il y a également, et ça l'actualité nous le démontre, une dégradation climatique continuelle. Ce qui se passe actuellement en Jamaïque, à Haïti, à Cuba, est là pour nous le démontrer. Alors, mesdames et messieurs, l'urgence et la prégnance de ces défis commandent de chercher des solutions, d'agir. C'est pour cela qu'en juin 2023, donc à l'issue de la conférence sur la réforme de la gouvernance financière mondiale, il a été mis en place le 4P, qui est le pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, ici à Paris. Cette plateforme maintenant a à peu plus de 70 États membres, des États du Sud, des États du Nord, des États membres de l'OCDE, une trentaine d'États africains, des pays de l'Amérique latine, des Caraïbes, et qui travaillent ensemble pour répondre justement à ces défis. À cet effet, nous avons procédé nous organiser par coalition. Je vais citer 2 ou 3, 4 de ces coalitions, notamment une coalition qui a été mise en place sur la question de la vulnérabilité et la concessionnalité financière, avec une feuille de route sur l'intégration de la vulnérabilité multidimensionnelle, parce qu'on ne peut pas se limiter uniquement au PIB. Deuxième plateforme également, coalition sur le financement ou fiscalité solidaire. Il a été pensé une coalition sur les premium flyers, une taxation sur l'aviation, notamment les vols business premières et les vols privés. Sur la dette, je crois qu'il y a nécessité de faire un lien entre la dette, la nature et le climat, pour pouvoir vraiment prendre tout en compte pour pouvoir apprécier
et agir en conséquence. Enfin, sur la mobilisation du capital privé, parce que nous savons que les financements publics ne suffisent pas. Et pour ça, il y a des freins, il y a des difficultés, notamment en matière de réglementation prudentielle, qui découragent pratiquement les investissements, notamment dans les pays en voie de développement. Quand on voit la notation de tous ces États, parfois même de manière indistincte, cela ne permettra jamais, tant qu'on ne modifiera pas cette réglementation, il est impossible d'avoir des investissements. Pas d'aide au développement, pas d'investissement, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, donc, ces coalitions traduisent pour nous une forme de multilatéralisme qui se veut constructif, qui se veut inclusif et pragmatique. Le thème de cette année, c'est de nouvelles coalitions pour le peuple. Le 4P en est une, et elle est prête à travailler avec les autres pour constituer d'autres coalitions pour pouvoir essayer, ne serait-ce qu'essayer, de faire bouger les lignes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Moussa. Je voudrais maintenant passer à Marketa Jager de la Commission européenne. Alors, il faut redéfinir l'aide, redéfinir une nouvelle solidarité, un nouveau narratif, mais l'Union européenne, ses institutions et ses États membres, eux, sont toujours au rendez-vous, le premier pourvoyeur d'ODA, d'aide publique au développement au niveau mondial. Et donc, chère Marketa, à toi la parole. Merci beaucoup. Bon, je vais parler en anglais, ce sera plus vite. We all agree that Nous sommes tous d'accord pour dire que l'architecture financière au développement international doit s'adapter à tous ces défis. Je ne vais vous pas parler du manque d'investissement de 4 000 milliards par an. Il n'y aura jamais assez de financement public. Et je suis très fier de pouvoir dire au nom de l'Union européenne ainsi que ses États membres que nous continuons à être en première ligne en tant que donateur principal, nous représentons 42% de l'aide publique au développement total. Néanmoins, il faut changer, donc on en a appelé à l'alignement de l'aide publique au développement et de Charles D et tout ça. Et j'encourage toutes les initiatives pour renforcer les investissements dans la coopération au développement au niveau financier. Vous connaissez tous notre stratégie Global Gateway qui est toujours en ligne, mais nous voulons mettre l'emphase sur une finance plus alignée à travers des partenariats inclusifs et innovants. Bien évidemment, nous soutenons un nouveau récit qui doit être construit pour favoriser les publics au développement. Et avec la réforme générale, ou une réforme générale, mais nous devons tout faire pour éviter le double emploi des fonds ou le chevauchement des projets. Donc il faut essayer de mobiliser tous les instruments, toutes sortes d'instruments financiers. Nous avons fait cela depuis quelque temps. Et j'aimerais dire que nous avons utilisé les chiffres publiés par Charles D pour essayer de voir quels étaient les chiffres d'institutions mobilisées et quels étaient les pays mobilisés et pour quel montant. Vous vous souvenez peut-être du Global Gateway Forum. Notre président a dit que nous avons dépensé l'objectif de 300 milliards. Nous sommes arrivés à 306 milliards mobilisés. Nous allons continuer à soutenir l'aide publique au développement, et en particulier dans les pays plus vulnérables. Mais les investissements financiers peuvent parfois être compliqués et entrer en concurrence avec le secteur privé. Mais je vais conclure en disant que nous sommes dans le profil de la Global Gateway Strategy et je dirais que nous sommes très fiers à la Commission de pouvoir dire qu'à cette époque de ralentissement de l'aide publique au développement, nous avons proposé au Conseil européen et au Parlement européen, nous avons soumis des propositions ambitieuses sur un cadre financier multiannuel de 2005 à 2008 avec un budget assorti de 200 milliards. Cela veut dire en gros une augmentation de 74% par rapport au cadre financier pluriannuel. Il y a 100 milliards qui sont exclusivement destinés à l'Ukraine
et nous continuerons à jouer notre rôle et espérons que nous bénéficierons de votre soutien et de partenariat. Merci beaucoup, Marketa. J'aimerais maintenant me tourner vers ce que j'appelle ou qui j'appelle les différentes institutions et en particulier Carlo Monticelli qui est gouverneur de la Banque européenne de développement. Mais cette année, vous êtes en plus à la tête des MDB, Multilateral Development Banks, qui se portent mieux et fonctionnent encore mieux en tant que système. Carlo, vous avez la parole. Alors, vous avez dit énoncer les règles du jeu. Un défi, une solution, 2 minutes. Et je vais essayer de respecter ces règles, contrairement à ce qui s'est produit jusqu'à présent. Alors, l'objectif, le défi principal, pas assez de ressources. Et elles ne vont pas augmenter. Donc, solution, essayer d'utiliser au mieux ce qui est disponible. En général, s'assurer qu'on maximise l'impact pour l'utilisation des ressources disponibles et faire en sorte qu'elles donnent le meilleur résultat. Une manière de ce faire, c'est d'avoir les MDB travaillant ensemble en tant que système. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps et ça commence seulement à arriver maintenant et à fonctionner maintenant. Mais évidemment, ça ne va pas se produire parce qu'il y a de grandes réformes qui ont l'air très jolies sur papier, sur la réforme du Fonds global. Non, mais vraiment dans les détails et dans les petits détails d'avoir de meilleurs résultats, qui permettent d'avoir de meilleurs résultats. Donc j'aimerais maintenant aller et passer en revue la liste des résultats que le groupe a déjà obtenus. Premièrement, la capacité de prêt a été accrue avec une meilleure utilisation de capitaux disponibles. Il y a évidemment un programme très technique d'adéquation de capital aux dépenses, mais je voudrais simplement dire qu'il y a 650 milliards de plus qui ont été obtenus en 10 ans pour cet objectif. Deuxièmement, augmenter nos efforts pour mobiliser les capitaux privés. Il y a une longue liste de mesures pour ce faire, le de-risking et GEM, ainsi que de la signature de nouveaux accords qui réduisent la charge des emprunteurs et accélèrent le cofinancement. Plus de soutien aux pays qui offrent une plateforme de soutien de la part de partenaires pour des stratégie de développement, mesurer l'impact de ce que nous faisons pour s'assurer que nous faisons bien ce que nous faisons, et davantage de travail sur le financement des devises et des taux de change. Alors, plus on fait, plus il y a à faire, mais avec précisément des solutions qui ont un impact sur le terrain. Merci beaucoup, Carlo, et vous avez pratiquement respecté les règles, mais nous savons tous que nous avons les règles et comme on dit en français. Tous ceux qui aiment la grammaire française le savent. Now I will turn to Luis Jiménez Mac-Innis. He's from the Inter-American Development Bank. And also you will tell us what is this innovation or result in the ground. I think the Inter-American Development Bank has a lot to show us and to tell us. Merci, Shanti. Je vais parler en anglais aussi parce que c'est plus facile. Thank you so much, Shanti. I'm going to speak English because it's easier. Donc, j'aimerais dire que les innovations sont ce qui nous rassemble ici, ou la recherche d'innovation plus recherchée pour essayer de travailler sur ces questions. Je vais commencer avec 2 chiffres. Vous savez qu'il y a 1 million qui est perdu à cause de catastrophes naturelles et ceci constamment à chaque événement. On vient de voir ce qu'on a vu avec l'ouragan Melissa en Jamaïque et à Cuba et les effets collatéraux, tout ça. Deuxième chose, statistique, c'est la région doit investir de 2 à 2,2 milliards ou 1000 milliards pour répondre aux ODD. Donc la Banque interaméricaine de développement est le plus grand financier dans la région. Nous avons fait ça avec ce que nous avons prêté et investi en 2024, sans parler des autres besoins de la région dans le domaine de
social, de l'enseignement, de l'éducation et de la santé. Donc le défi pour nous, c'est de voir comment nous pouvons utiliser les fonds dont nous disposons, les fonds publics dont nous disposons au mieux. Et on a entendu les chiffres mentionnés. L'Amérique latine a un avantage, enfin je ne peux pas l'appeler un avantage, mais c'est la situation d'une région qui a beaucoup de pays à revenus moyens. Donc il y en a beaucoup de pays qui en dépensent. Alors c'est pas vraiment un avantage, je le mets entre guillemets, parce que Mme Esponé, ça marche, et les inégalités dans la région. Donc je veux mettre un bémol à tout ça. Mais le deuxième aspect, c'est comment arriver à faire financer le secteur privé, faire contribuer le secteur privé. Est-ce qu'il y a plus de besoins? Alors, des innovations, deux exemples d'innovations que j'aimerais partager avec vous. Je crois qu'on a marché des swaps et des bons et des obligations. Nous les avons évoqués, mais je vais rentrer plus en détail. Vu ce qui se passe dans les Caraïbes avec les clauses de dette qui sont résilientes au climat. Et nous avons besoin d'un bon exemple et on a dit qu'à Séville, nous avons réussi à faire quelque chose. Donc il faut vraiment mettre en pause des pays qui souffrent déjà d'une crise et qui ne peuvent pas ajouter une difficulté supplémentaire à ce qu'ils essayent déjà de faire. Donc nous avons un bel exemple, une belle brochette de pays dans la région qui travaillent sur les clauses de dette qui sont de résilience au climat. En tant que représentant de la banque, j'ai parlé des 23 milliards et 44%, c'était nous qui l'avons fourni. Le secteur investissement et laboratoire banque de la BID. Idéalement, on a arrivé à 50-50 en 2030, c'est-à-dire 50% public, 50% privé, pour ce qui est des prêts consentis aux pays qui en ont besoin. Une des raisons, une des situations où le capital privé, les capitaux privés ne sont pas utilisés au mieux, c'est la volatilité des taux de change. Il faut travailler sur ce point. Pour les pays en développement, on peut préparer des projets, mais il faut travailler en amont, c'est-à-dire essayer de mobiliser des fonds quand il y a des variations très élevées des taux de change entre les devises, ce qui affecterait leur capacité à rembourser la dette. Autre aspect, nous allons avoir la COP 30 au Brésil. Nous sommes ravis que ce soit dans la région latino-américaine. Et autre aspect qui est récent, c'est des matières premières critiques dont on parle constamment dans l'actualité. Et l'Amérique latine a 60% du lithium, un grand pourcentage du cuivre, beaucoup de nickel et de bauxite et de terres rares. Et la question de savoir comment nous pouvons travailler avec des pays pour que l'exploitation de ces minerais et terres rares soit faite de manière durable. Merci beaucoup, Louis. À notre troisième représentant des banques multilatérales de développement autour de cette table. Je vais demander à Martine Reiser de bien vouloir prendre la parole. Et Martine, je me demande comment la Banque mondiale peut nous aider à unlock potential, unlock project, unlock job to end poverty on a livable planet. Merci Chanty. Je vais continuer en anglais aussi. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, je vais continuer en anglais. Je vous remercie de m'avoir invité. Les deux défis que je vais mentionner, c'est le déclin de l'aide publique au développement et la fragmentation croissante, c'est-à-dire qu'on a besoin de davantage de partenariats. Je vais commencer par le second défi, parce que je crois qu'on en a moins parlé jusqu'à présent. Ensuite, je répondrai à votre question. Nous avons vu que la taille de l'aide publique au développement en moyenne a chuté de 40% au cours de la dernière décennie. En même temps, le nombre d'agences qui y participent et contribuent à l'aide publique au développement a augmenté considérablement. Il y a plus de 600. Donc, évidemment, il y a plus de 200 contreparties avec lesquelles on doit traiter, nous, à la banque. C'est très difficile. Ceci est un appel urgent à améliorer les partenariats existants. Et comme d'autres l'ont dit, d'une certaine manière, il faudrait améliorer ceci à travers les banques multilatérales, mais il y a davantage à faire. Ce qui me préoccupe, c'est que les discussions au sujet de l'aide en tant qu'investissement, eh bien, il faut
faire attention. Il faut veiller à ce que le travail des banques multilatérales reste bien aligné. Pour ce qui est de la question de la mobilisation des ressources, je suis ravi de dire, en tant que représentant de la Banque mondiale, le MIGA a augmenté le volume des affaires. Nous sommes arrivés à ce que nous voulions faire 120 milliards. Donc, les banques multilatérales de développement sont mobilisées, c'est-à-dire il y a un effet de levier de x3 ou x4. Et en DRB, il peut y avoir un effet de levier de x10. Donc, nous avons trouvé des manières innovantes de mobiliser ce capital et de l'utiliser avec du capital hybride à travers des investissements privés, si tant est que c'est possible. S'il n'y a pas de contraintes fiscales, on peut avoir des capitaux qui soient considérés comme un actif sur votre bilan et pas comme une dépense. Ça, c'est une mesure fiscale qui pourrait être utilisée. D'autres sont en train d'être discutés, y compris dans le secteur privé et dans le Investment Lab. Par exemple, les taux de change. Je sais qu'il me reste peu de temps, donc je vois qu'on vient de lancer la première titrisation du portefeuille d'investissement pour amener les marchés de capitaux dans l'espace des investissements pour le développement avec la participation de l'AFC à raison de 30% de ces capitaux privés. Ce serait une manière de répondre à ce que notre collègue Khaled Libé a dit. Il a très justement mentionné le fait que nous avons besoin non seulement de plus de dettes, mais on a des avantages de plus d'investissements en capitaux propres. C'est la direction dans laquelle nous travaillons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. J'aimerais maintenant passer des banques multilatérales aux partenariats bilatéraux. On a entendu que nous devons travailler de manière systémique, c'est-à-dire avec les banques multilatérales, en bilatéral. Et nous avons 3 personnes qui vont parler dans cette partie de notre discussion. Je vais demander à Alice Albright, l'ancienne CEO de Millennium Chain Corporation. J'aimerais lui demander ce que nous dire quel est le défi principal et quelle est la solution que vous proposez. Merci beaucoup et merci de m'avoir permis de participer à cette discussion. Je suis vraiment d'accord avec ce que nombre d'entre vous ont dit sur le besoin de changer la manière dont nous envisageons l'aide publique au développement, dont nous concevons le système, la diversification, le changement du modèle économique, élargissant le marché de capitaux. Donc, je ne fais que soutenir ce qui a été dit jusqu'à présent en ajoutant 2 choses. La question de l'efficacité et des coûts par rapport à l'efficacité va devenir de plus en plus importante avec le rétrécissement de l'ensemble des publics. Donc, ça va nous forcer à réfléchir à ce que le public nous réserve. Donc, j'ai commencé à travailler avec des organisations philanthropiques. J'adore aller à Séville, mais une des choses dans le compromis que nous avons signé à Séville et qui est reconnu par les organisations philanthropiques, c'est qu'elles n'ont été mentionnées qu'une seule fois. C'était très dur, mais bon, même si la mention était élogieuse, c'était qu'une seule fois. Il y a vraiment beaucoup d'enthousiasme des organisations philanthropiques. Enthousiasme a joué un rôle important et en général, elles réalisent, et ici encore je parle de manière générale, mais elles réalisent qu'elles ne sont pas en mesure de remplacer à l'avenir l'aide publique au développement parce qu'il n'y a pas assez, mais aussi parce que la nature des ressources dont elles disposent est assez différente et ça c'est important. Et d'ailleurs, ça offre une opportunité importante. L'aide publique au développement, que nous l'avons vu, est très ciblée politiquement et nous l'avons vu assez durement au cours des derniers mois, des 9 derniers mois. Et donc, elle est budgétée annuellement et liée aux orientations politiques, alors que le financement philanthropique et à plus long terme peut être innovant, s'adresse à un nombre de projets ou un ensemble de projets plus variés et peut fonctionner différemment. Donc, je crois qu'on verra à l'avenir des idées intéressantes mises sur la table qui proviennent d'organisations philanthropiques qui n'auront pas le poids financier de l'aide publique au développement, mais néanmoins, même si petite, une importante contribution à la diversification des ressources disponibles pour l'approche générale à comment financer le développement. Donc,
En conclusion, voyons ce qui se passe. Merci beaucoup, Alice. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'en Europe, vous le savez probablement, vous êtes dans l'une des villes les plus importantes en Europe, mais lorsque j'écoute ces échanges, je dois dire que je suis peut-être un peu biaisée, mais Madrid est également une ville très importante en Europe. Et nous avons entendu parler del compromiso de Sevilla, qui n'est pas vraiment le compromis, comme cela pourrait porter à le croire, mais ça se traduit plutôt par engagement. Et donc, nous allons à présent entendre Anton Leis Garcia, qui est directeur de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Donc, Paris est important, mais Madrid également. Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup. Séville a été une ville très importante, Madrid également, mais c'est vrai que Séville a été la ville où nous avons pris cet engagement et non pas fait ce compromis, mais pris cet engagement. Nous avons donc maintenant des moyens concrets de mettre en œuvre tout cela, et Maria Fernanda en a parlé. J'ai 3 grands points à couvrir. Tout d'abord, nous devons nous concentrer pas seulement sur l'APD, mais sur une réforme complète. Je pense que nous essayons toujours de résoudre tous les problèmes, mais de le faire uniquement avec l'APD. Nous ne pouvons pas tout résoudre avec l'APD, c'est impossible, il y a trop de problèmes dans le monde. Donc nous devons regarder tout ce qui se passe. Nous avons parlé des ressources fiscales, nous avons parlé d'autres solutions possibles, et c'est très bien. La question des investissements du secteur privé, il y a véritablement des options très prometteuses, et je ne vais pas toutes les couvrir, mais il y a également des obstacles à l'investissement. Et nous ne pouvons pas, avec l'APD uniquement, tout utiliser et tout régler, et notamment s'il y a encore tous ces obstacles à l'investissement. Ensuite, ce qui s'est passé avec Mélissa, c'est assez intéressant car nous sommes également une agence humanitaire. Nous avons besoin d'un système qui ne résolve pas les problèmes liés au climat avec ce type d'aide. Il y a des clauses particulières dont nous avons parlé à Séville. Donc, je pense que la question n'est pas ici de changer la manière dont nous parlons de l'APD, mais de la manière dont nous coopérons. Et ce système est peut-être un peu à bout de souffle, oui, mais je pense que c'est aussi une manière de voir les choses qui nous pousse à croire qu'il nous faut une réforme et de voir les choses un peu différemment. Ce n'est pas qu'une manière de parler différemment dont nous avons besoin véritablement de changer la manière dont nous faisons les choses. Et à Séville, notre président a beaucoup parlé de l'investissement dans la solidarité globale, mondiale. Donc je pense que nous devons parler d'investissement solidaire et je dirais qu'il y a même des investissements humanitaires et que cela est un investissement également. Ensuite, je pense qu'il faut voir les choses bien clairement, il faut voir les choses dans leur ensemble et ne pas confondre les différents types d'aides. Il faut bien s'écouter les uns les autres, agir de manière plus horizontale et transversale. Et je dirais que si l'on veut véritablement voir l'avenir de la coopération en la matière, il faut regarder ce que fait l'Amérique latine, peut-être pas en matière de flux financiers, mais en matière de savoir. Et la coopération triangulaire, la coopération sud-sud est essentielle également pour avoir des exemples de bonnes pratiques, même si tout ça, par définition, parfois n'est pas couvert par l'APD. Et enfin, ici, nous avons véritablement d'une transformation, d'un vrai changement, d'un changement profond. Ce ne sont pas que des petites initiatives dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de multiplication de projets, mais bien d'un changement complet. Alors, c'est formidable de parler d'engagement et de mise en œuvre de cet engagement, mais je pense qu'il est essentiel également de regarder ce qui se passe dans des secteurs particuliers. Alors, encore une fois, je pense qu'il va falloir suivre à l'avenir ce qui va se passer bientôt avec, par exemple, la santé sur les décennies à venir. En ce moment, c'est un système qui souffre, où il y a moins d'argent. L'Espagne, par exemple, est en pleine coopération avec de nombreux pays sur ce point. Et je pense que je n'ai plus le temps. J'ai parlé 2 minutes 20, donc je vous rends la parole. Merci beaucoup, Anton. Je pense qu'effectivement, vous avez soulevé un point intéressant. La coopération sud-sud est intéressante et je pense que nous allons dans la bonne direction si nous y réfléchissons bien. Hélène Djoufel-Kitts de l'Agence française du développement est parmi nous et je pense que l'AFD rassemble des acteurs essentiels depuis très longtemps entre les banques multinationales, les acteurs qui travaillent de manière bilatérale, tous les secteurs. Hélène, vous avez la parole. Donc,
Déjà, je voudrais dire que dans les défis que nous voyons, c'est vraiment de considérer la solidarité comme un investissement et pas comme une charge. C'est très important de le redire dans un moment où le repli sur soi est une tentation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi dans ces questions de finance du développement, ne pas l'opposer à la finance climat, puisque beaucoup d'aspects du développement sont liés au changement climatique. On a mentionné l'augmentation énorme des besoins de financement d'ici 2030. 60% viendront de l'effet du changement climatique, et notamment de l'impact de tout ce qui est coût en transition énergétique, adaptation. Donc tout cela est indissociable. Donc dans ce contexte, il est vrai que pour nous, le défi, face à cette augmentation des besoins de financement, il faut revoir le narratif, ça a été dit à plusieurs reprises, et revoir certainement, amplifier la mesure des flux qui sont à destination à la fois du développement et du climat. Donc Rémi Rioux s'est exprimé à plusieurs reprises sur ces sujets, et pour nous, il est vraiment très important de reclarifier ce qu'est l'APD et de la compléter, donc qui est donc un effort financier budgétaire des pays donateurs, et de la compléter d'une mesure de plus de pays destinataires, de réception de flux, et qui peut être adaptée du TUSD, et notamment de son pilier 1, qui mesure tous les flux transfrontaliers en faveur du développement, au-delà de l'APD, qui ne représente que 3% des besoins de financement, en comptant la mobilisation domestique des ressources, le commerce, etc., les transferts de fonds des travailleurs migrants. Donc, ces nouvelles mesures, avoir ces deux mesures est vraiment extrêmement important. Le deuxième défi sera d'augmenter la qualité et l'alignement de tous ces flux sur les questions d'impact et d'efficacité. La grande vertu de l'aide publique au développement, c'est que c'est une politique publique avec tous ces indicateurs, ces marqueurs. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de faire de l'ensemble des autres flux pareil, une politique publique, et de les aligner sur des objectifs communs. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est vraiment la gouvernance, et c'est là où je viendrai au fixe. Il est vraiment très important de pouvoir avoir une gouvernance renouvelée, où finalement ces flux sont alignés sur les plateformes pays, les priorités des pays, où le dialogue entre pays donneurs ou investisseurs et pays récipiendaires, qui n'est même plus un mot, et partenaires, est renforcé. Et donc là, c'est vraiment important, et donc pour cela, il y a deux leviers. Donc il y a la réforme du CAD, donc la France soutient énormément cette réforme, et puis effectivement les coalitions, ça a été cité. Et donc, parmi ces coalitions, les banques publiques de développement sont pour nous un effet de levier extrêmement important, puisqu'on revient à l'échelon national, qui est un échelon éminemment important. Ces banques locales peuvent travailler avec leur écosystème, et notamment avec les systèmes financiers locaux. C'est une mobilisation de 10% des actifs mondiaux, et donc le Financing Common est un lieu où nous pouvons discuter des priorités, des normes, des objectifs. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui permette de mettre en œuvre ce qui a été décidé à ces villes, parmi ces coalitions. Merci. Merci beaucoup Hélène, et pour avoir insisté sur cette importance de tous ces acteurs et de la part de tous les actifs mondiaux mobilisés grâce aux banques publiques de développement, banques nationales. Je voudrais aussi maintenant repasser à d'autres types d'acteurs, la société civile et notamment les philanthropies, et je voudrais passer la parole à Béatrice Néré pour la Gates Foundation. Béatrice, on a aussi besoin de vous pour réussir. Merci beaucoup. La Fondation Gates, c'est bien sûr un acteur qui continuera de s'engager. Monsieur Gates a annoncé cette année qu'elle serait encore présente pour 20 ans, mais qu'elle prendrait fin. Qu'il y aura une date de fermeture de la Fondation en 2045, parce qu'elle n'a pas vertu à être là pour toujours. Mais elle a comme mission de pouvoir avoir le plus d'impact possible dans ce temps imparti. Et qu'ensuite, on espère d'ailleurs que les systèmes auront évolué, et que d'autres jeunes générations auront aussi d'autres idées et d'autres ressources à mettre pour cette solidarité internationale qui, je pense, j'espère, pourra évoluer, mais où restera une valeur fondamentale entre les personnes. Je voulais dire
quatre choses, parce que, évidemment, après tous les remarques si judicieuses que nous avons écoutées, tout ce que j'avais dans mes fiches et mes points ont été dits et mieux dits, avec meilleurs chiffres, etc. Donc, je voudrais revenir sur 4 points. La première, c'est vu les attaques sur le principe même de l'aide au développement, que ce soit le bon mot ou pas, je pense que c'est absolument primordial de revenir à une honnêteté et une lisibilité. La vraie question, c'est pas est-ce que ça compte ou pas, c'est est-ce que ça marche, est-ce que ça va être utile, est-ce que c'est explicable. Est-ce que quand on regarde et quand on peut expliquer ce que ça fait et pouvoir le défendre. Et si jamais on ne peut pas l'expliquer à nos enfants. En fait, il ne faudrait pas que ce soit dedans. Et puis, c'est pas grave. En fait, on peut le compter par ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Mais c'est juste que on se tire une balle dans le pied en essayant de tout mettre. Et du coup, personne ne comprend plus rien. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même une différenciation. On parle de unlock, private financing, etc. Je trouve ça fantastique. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'1 euro en fonds publics n'est pas équivalent à 1 euro en fonds privés, parce que le fonds privé ne pourra pas aller, du fait de la gouvernance, là où le fonds public peut aller. Donc, bon, on le sait tous, mais malgré tout, je trouve qu'on retourne dans des conversations où on parle de grands chiffres, on dit que ça va être possible, et en fait, non. C'est pas le cas. La deuxième chose, c'est que ça, vous l'avez dit très bien, et on a déjà parlé de la question de la location, de la multivulnérabilité. Le fait est que, quand même, là, vu les coupes actuelles, c'est la première année où, depuis 200 ans, la mortalité infantile au niveau mondial va réaugmenter. Donc en fait, on est dans une situation d'urgence, de triage. Et quand on dit il faut qu'il y ait plus d'impact, mais oui, mais plus d'impact pour qui en fait? C'est ça la question. C'est-à-dire que oui, bien sûr, tout ce qu'on peut faire peut avoir de l'impact, mais la question c'est ça, et il y a quand même une hiérarchie des besoins qui est quand même fondamentale. Alors évidemment, vous connaissez la mission de la Fondation. Elle s'attache à réduire la mortalité infantile et maternelle dans les pays les plus pauvres, parce que nous sommes convaincus que c'est la première chose à faire pour ensuite avoir un capital humain qui puisse recevoir une éducation et qui puisse se développer et qui puisse avoir un impact économique. Les deux autres points, parce que je sais que je suis déjà en retard, sur la fragmentation, on est tous d'accord que c'est trop fragmenté. Moi, ma question, ce serait, la prochaine fois que nous nous retrouvons dans l'un de ces panels, qui propose quelle consolidation ? Mais y compris au niveau européen, dans les agences nationales, on est tous d'accord. Est-ce que l'Espagne et la France seraient d'accord pour se dire, en fait, l'AFD et AECI... En fait, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, on a les mêmes priorités. On veut faire priorité des droits des femmes. Enfin, non, mais c'est vrai. Et l'Union européenne également. Et du coup, mon dernier point, c'était oui, on a besoin de nouveaux instruments. Mais je vois autour de la table, il y a Frédéric, il y a Martin. On a ces instruments. Et la France, on le sait bien, ça fait 20 ans qu'il y a des financements innovants, sauf que le fait est que je te regarde, ils ont été déliés de la solidarité internationale qui protégeait cet afflux pour l'instant de financement. Donc, encore une fois, on peut en développer d'autres, et justement, le Finance Development Lab crée des solutions absolument incroyables. Mais ce que je me demande, c'est, d'accord, si on est d'accord sur tout ça, comment est-ce que la prochaine fois, on propose des choses même risquées, même où on va avoir l'air d'être fou, comme cette consolidation peut-être des agences nationales, mais qui change réellement les choses et qui soit en notre pouvoir, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses où on dit ah bah oui, il faut du DRM, bah oui, mais bon, enfin voilà, on est là, quoi. Donc voilà, pardon pour ce ton peu diplomatique, mais je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance. Merci Béatrice, mais on a besoin de ça dans notre dialogue, même qui dépasse les 2 minutes, pour nous bousculer ou nous poser des questions. Moi, je dirais quand même, je te répondrai peut-être, mais on continuera la discussion après. On a besoin de cette clarté, de cette visibilité. Je pense qu'il y a un mot qui a été dit et peut-être pas assez dit par rapport au public versus privé, c'est le levier.
comme on sait, et comme moi aussi je suis un peu du ministère des Finances, qu'on a des ressources publiques limitées, mais du coup cherchons le plus d'impact, le plus de levier. Et voilà. Et les instruments financiers, ça a du levier. L'impact. Et la consolidation, peut-être on peut se dire, ce qu'on recherche, c'est pas tant de fusionner, c'est comme titanesque et pas très facile à obtenir, mais plutôt, là je pense à un mot de mon voisin qui était la Mutual Reliance Agreement, or Mutual Reliance Initiative, et c'est ça en fait, c'est simplifier, j'allais dire, pour le récipiendaire, pour le client, pour nos partenaires. Et bon, peut-être, voilà, quelqu'un disait il faut délivrer plutôt que simplement avoir des grandes idées. Enfin, il faut avoir les deux peut-être, mais encore plus délivrer. Donc voilà un petit peu des petites réponses que je donnerai. Peut-être, mais pour aussi nous bousculer, si je puis dire, je voudrais donner la parole à Frédéric Roder pour ton expérience, Frédéric, dans de nombreuses associations, notamment Global Citizen, et là, sur ce sujet des Global Solidarity Levies. Donc, est-ce que tu peux nous faire part aussi de, j'allais dire, ton expérience, ton challenge et ta solution ? Merci beaucoup, Chanty. J'aime beaucoup la langue française, mais je vais parler en anglais. And I will try to be quick because I would. Et je vais essayer d'aller vite, car j'aimerais vraiment pouvoir prendre des questions du public. Alors, en ce qui concerne les grands défis, si je devais en choisir un, je dirais que nous avons besoin de plus de ressources financières et nous avons surtout besoin de finances non liées à la dette. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, avec les solutions qui ont été présentées. Et d'abord, Béa l'a dit, il y a certaines choses qui nous tiennent à cœur quand on a des objectifs internationaux et certaines de ces initiatives ne vont pas pouvoir être financées ou pas de la manière dont nous le pensons. Il y a 2 ans, peut-être même un peu plus de 2 ans, nous avons eu un sommet ici, un sommet de la finance, et le président Macron a dit lui-même ici à Paris que nous avions besoin d'un choc dans l'architecture financière et dans les finances. Et c'était il y a 2 ans et demi, et je n'ai pas l'impression que nous ayons énormément avancé. J'ai l'impression donc que cette discussion est encore plus importante aujourd'hui qu'il y a 2 ans et demi. Donc nous avons besoin véritablement d'une solidarité partagée internationale. Alors nous avons besoin de cela, car vous le savez, la Barbade, le Kenya, la France et l'Espagne font partie d'un groupe de travail très actif qui s'inscrit pleinement dans dans les engagements de Séville. Et ça a peut-être l'air un peu révolutionnaire, mais l'idée, c'est que ça fonctionne, c'est que ça soit généralisé. Et Moussa Faki l'a déjà dit, mais nous allons annoncer quelque chose d'important la semaine prochaine, notamment avec cette coalition des volontaires qui avance. Nous avons des flyers ou plutôt, nous avons vu ici beaucoup de flyers. Mais en fait, ici, ce dont je veux vous parler, c'est quelque chose dont on a vraiment beaucoup parlé, c'est le voyage en avion et le fait que de prendre l'avion, et surtout des vols privés, est extrêmement polluant. Et il va donc y avoir des taxes sur les vols. Et finalement, tout cela nous concerne. Parce que cela permet de remplir un peu finalement ces fonds qui ensuite peuvent être investis dans des mesures de résilience ou pour lutter contre le changement climatique ou vraiment aider à faire face à des ondes de choc dans certains pays qui en ont besoin face à des problèmes économiques ou climatiques. Et donc vraiment, c'est juste pour que vous regardiez autour de vous, que vous vous rendiez compte que tout est lié de cette manière et qu'il y a des initiatives qui sont très intéressantes et dont j'aimerais parler plus longuement. Et je pense que ce serait vraiment important d'en discuter. Mais en réalité, voilà, les flux qui viennent pour la solidarité, qui viennent de taxes de solidarité surtout, vont quelque part d'important et je pense que nous pouvons en discuter un peu plus en détail si vous le souhaitez. Merci. Notre dernier speaker autour de la table. Merci. Sébastien Trier, le responsable de l'Institut de développement durable et de relations
international. Sébastien, j'ai entendu quand même plutôt beaucoup les mots climate, biodiversity, value of ecosystem services. Et je me suis dit finalement, mais tu vas nous donner ton avis, development et sustainable development, c'est encore conciliable et c'est encore en haut des priorités. Merci beaucoup, Chanty. Sorry, I had planned my speech in English, so I will. Désolée, j'avais vraiment prévu de m'exprimer en anglais, donc je vais parler en anglais, mais je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit ici dans cette salle. Je pense que nous devons bien faire la différence entre, par exemple, tout ce qui relève du climat et tout ce qui relève de l'APD, notamment tous les investissements qui concernent véritablement le climat. Alors, pour ajouter peut-être quelque chose à la discussion, nous avons vu une transformation massive de l'économie, notamment avec l'IA, avec les technologies, mais aussi avec l'électrification, notamment avec des énergies qui nous viennent de Chine. Et nous avons vu qu'il est nécessaire pour les pays de pouvoir soutenir leur propre électrification, mais il est nécessaire de faire attention aux risques d'exclusion pour les pays du Sud, à un moment donné où les pays du Sud doivent véritablement obtenir les résultats d'une chaîne de valeur qui se situe chez eux. Ils risquent en réalité d'être perdus dans cette machine qui est en route. Il y a deux choses que j'aimerais souligner. Tout d'abord, il faut ne pas se concentrer que sur des fonds, des investissements publics, mais également se reposer sur des accords institutionnels et gouvernementaux. Nous devons également faire en sorte que les flux aillent au bon endroit et que le développement soit véritablement durable et qu'il y ait donc du développement durable et du développement. J'insiste bien sur les deux. Les flux ne vont pas actuellement toujours au bon endroit et nous le savons, nous l'avons dit, et nous devons encore aller plus loin, notamment dans les investissements et dans les accords qui sont passés. Certains gouvernements essaient d'inventer de nouvelles initiatives, de nouveaux partenariats et il faut qu'il y ait des discussions qui soient multilatérales et pas seulement bilatérales. Ensuite, j'aimerais également parler de la manière dont nous échangeons et nous parlons des investissements en solidarité. Et je dirais que dans le cadre que je vous présente aujourd'hui, la Chine est en train de révolutionner l'industrie partout dans le monde et les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde. Et si l'on parle aux citoyens européens, les investissements de solidarité vont vers l'Afrique et il faut expliquer aux Européens justement que lorsque les investissements vont vers les industries en Afrique, alors on participe à la sécurité de l'Europe. Il nous faut des alliés dans nos partenaires. Il nous faut des accès à des marchés émergents. Il nous faut des partenaires qui ne soient pas seulement des pays sources de matières premières, mais des véritables partenaires. Et enfin, et c'est important pour l'Europe, pour codifier et pour clarifier surtout les règles du jeu pour demain en matière de commerce, de le faire avec la Chine. Il s'agit là d'enjeux importants pour les citoyens européens. Très large. Alors déjà, je voudrais dire, je ne pensais pas qu'on arriverait à être à l'heure. Puisque les gens m'ont dit 22 personnes pour un panel, c'est même plus trop un panel, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, c'était une vraie discussion. On a même un peu de temps. J'avais envie de dire, peut-être, s'il y a la première personne qui lève la main dans le public et qui a envie de poser une question ou faire une remarque, je ne sais pas si on aura un débat. Madame, et après on conclura. Et on continuera la discussion en marge. Puis-je dire la solution, investissez dans les femmes. 50% de la population mondiale, investissez dans les femmes et vous verrez la différence. Je suis Patricia Elias, je suis avocate en droit international et je travaille sur les droits de la femme. Et aujourd'hui, nous avons une pétition globale « Mettez les femmes », utilisez la résolution du Conseil de sécurité 1325, Femmes, paix et sécurité, qui a été faite en 2000. On est en 2025, elle n'a toujours pas été implémentée. Implémentez la résolution 2025 et vous aurez la paix dans le monde. Implémenter la CEDAW General Resolution Recommendation 40 qui dit que la nouvelle parité c'est 50-50 pour 2030, il faut qu'on ait 50-50. Investissez dans les femmes, implémenter la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité et je pense qu'on aura la solution pour le monde. Merci.
Merci madame. Merci. Je crois que vous avez raison. On n'a pas assez prononcé peut-être les mots femme et genre, et j'y suis un peu attachée. Et puis la semaine dernière, je regarde mes collègues, on avait la conférence sur la diplomatie féministe de la France, et ça, là encore, vous êtes à Paris et on y croit et très fortement, très fermement. Alors, je ne vais pas conclure, c'est difficile et ça serait beaucoup trop long, mais je vais essayer juste vous dire quelques keywords que j'ai entendus en français et en anglais dans la discussion pour clore notre conversation qui n'a fait que débuter. Donc, j'ai noté « Measurement matters », il faut co-créer ensemble, il faut être stratégique, transparent et « concentrate for the most vulnerable ». Il faut s'appuyer sur le capital local, il faut s'appuyer sur le rôle catalyseur des banques multilatérales de développement, des banques bilatérales de développement, des banques nationales de développement. Il y a not only money, mais il y a aussi tout le reste, la gouvernance, le cadre. Solidarity is an investment, les femmes. J'ai noté aussi try to make the most of what is available. Ne pas se concentrer sur des grands systèmes théoriques, mais delivering better results. Unlock the private sector. Leverage. Use ODA more smartly. Unlock flows. TOSD as a future. Do not forget climate risks. Investment in solidarity is an investment. Et bon, je ne sais pas si ça vous suffira. De toute façon, c'est imparfait comme conclusion, mais je veux finir même un peu avant l'heure. Et je vous remercie beaucoup à tous pour cette discussion.